conférence de presse qui a pour objet de faire un petit point sur le dossier de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim et de la reconversion du territoire. J'ai mon collègue Eric Stroman qui est député de la circonscription voisine qui va nous rejoindre. Donc je me permets de rappeler qui je suis, Raphaël Schellenberger, je suis le député de la circonscription de Fessenheim. Ça fait maintenant 2 ans qu'on essaye de faire entendre la voix du territoire sur ce dossier. On a parfois eu l'impression d'être entendu, parfois la désagréable sensation d'être même méprisé par le gouvernement. Et à la veille d'un comité de pilotage qui se tiendra jeudi en préfecture de Colmar, je tenais à faire avec vous un petit point sur l'état de ce dossier. Je rappelle juste que si aujourd'hui la centrale nucléaire de Fessenheim va fermer, c'est une conséquence de la loi de transition énergétique qui avait été votée sous le gouvernement Hollande, qui avait été présentée par Ségolène Royal, et que c'est quelque part une conséquence de l'action du législateur, ce qui est en train de se passer à Fessenheim. Et parce que depuis que le gouvernement d'Édouard Philippe a pris ce dossier en main, les parlementaires sont systématiquement écartés localement de la gestion et de l'animation de ce dossier, parce qu'ils sont écartés même de l'information qui concerne ce dossier. J'ai saisi ce matin Richard Ferrand et Barbara Pompili en leur demandant la création d'une commission de suivi, on a appelé ça une commission de suivi, de ce qui se passe en matière de fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim et de reconversion du territoire. Pourquoi ? Parce que depuis 2 ans, nous avons, avec la nouvelle majorité, un discours récurrent sur la nécessité de transformer le travail du législateur, qui n'est plus un député maire, qui n'est plus un notable inscrit dans un territoire et qui devrait se garder de légiférer de trop. Moi, je prends cette proposition au mot et je dis chiche, voilà là un dossier concret qui est la conséquence d'une décision d'un vote du législateur et dont la mise en application pose un certain nombre de questions sur le territoire. Soit les questions de reconversion, mais aussi les allers-retours présents et à venir en matière d'évolution de la législation. C'est la première fois qu'on va fermer une centrale nucléaire en France. Ça va forcément poser des questions d'ordre réglementaire, d'ordre législatif, et il va falloir modifier les textes applicables en France en la matière. Ce n'est pas incongru dans ce cadre-là qu'on imagine que les parlementaires se saisissent dès le départ de ce dossier et puissent suivre dès le départ l'avancement de ce dossier. Ça, c'est pour le contexte national et législatif, mais aussi un contexte local qui est tout aussi criant et voire même désespérant à ce jour. Parce que fermer une centrale nucléaire comme celle de Fessenheim, 2 réacteurs de 900 MW, ça emportera forcément des conséquences sur le territoire. Quelques chiffres que j'aime rappeler. La centrale nucléaire de Fessenheim, grosso modo, c'est 400 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est 90 millions d'euros de pouvoir d'achat. 90 millions d'euros, c'est la masse salariale annuelle de la centrale nucléaire de Fessenheim. Autant d'argent qui est injecté tous les ans dans la consommation du territoire. C'est 15 millions d'euros de fiscalité locale et 800 emplois. Eh bien ça a un impact. Et tout l'enjeu de la fermeture du site, c'est de réussir la reconversion du territoire. Donc le ministre Lecornu, alors secrétaire d'État chargé de la transition énergétique, avait créé un comité de pilotage qu'il réunira, enfin que sa successeur Emmanuel Vargon réunira pour la 4e fois, il me semble, jeudi prochain, en préfecture de Colmar. C'est un comité de pilotage pléthorique, il y a 70 personnes autour de la table. C'est des conditions de travail qui sont celles de la communication, puisque quand on arrive au comité de pilotage, on découvre sur table l'ordre du jour, on découvre sur table les propositions. Ce n'est pas une façon de faire. Dans ma circonscription, le maire de la plus petite commune, il est tenu de prévenir ses conseillers municipaux au moins 1 semaine à l'avance de l'ordre du jour de son conseil municipal et des documents permettant au conseil municipal de délibérer en connaissance de cause. Pour le comité de pilotage de Fessenheim, ça ne s'applique pas. Et pourtant, les points pour lesquels le sujet est important sont nombreux. J'en profite pour saluer celui dont je vous ai annoncé la venue, Eric Stroman, et ça tombe bien, puisque c'est le moment où on arrive aux éléments concrets de la reconversion du territoire. Viens là, Eric. Comme ça, on te voit sur
à la télé. Alors, d'abord, le premier élément, c'est la fiscalité locale. J'en parle en premier parce que c'est peut-être le sujet qui intéresse le moins, qui passionne le moins, et qui pourtant, pour le territoire, a un impact colossal. J'avais déjà l'an dernier, lors de la discussion du projet de loi de finances, déposé un amendement qui concernait le FNGIR, le Fonds national de garantie des ressources professionnelles. Qu'est-ce que c'est que ce bidule ? Le territoire de Fessenheim était considéré, avec sa centrale nucléaire, comme un territoire riche. Il devait à ce titre-là, jusque-là, contribuer à une enveloppe de péréquation. Schématiquement, le bloc communal touchait environ 6,5 millions d'euros de fiscalité annuelle de la part de la centrale, et il reversait sur ces 6,5 millions 3 millions à ses fonds national de garantie. La recette fiscale va disparaître avec la fermeture de la centrale nucléaire, mais l'obligation de contribuer au fonds de garantie, elle, va subsister. C'est-à-dire que demain, alors même qu'elle n'aura plus les recettes, le bloc communal, communauté de communes et communes, devront continuer de payer 3 millions d'euros par an au titre de la péréquation nationale. Il n'y a pas d'évolution sur ce dossier, c'est juste un hold-up local qui est en train de se passer. On nous annonce que la secrétaire d'État Largon va saisir le ministère des collectivités territoriales sur le sujet. La réalité, c'est que l'arbitrage sur ce sujet-là, il est à Bercy, et que tant qu'on n'a pas un arbitrage de Bercy sur ce sujet-là, tout le reste, c'est de l'esbrouf. Il est fort à parier que les annonces qui auront lieu jeudi, ce sera de l'esbrouf. Deuxième élément qui me semble important, c'est de revenir sur la question énergétique. Je dis, je redis, dans la plaine du Rhin, on a un des territoires les plus industrialisés d'Europe. L'Alsace, la plaine du Rhin, si on la prend au sens large, compte 6 millions d'habitants et consomme en pointe 22 000 MW. 4 000 MW, c'est la production dans le Rhin supérieur après 2023, une fois qu'on aura fermé les centrales à charbon, une fois qu'on aura fermé les centrales nucléaires, telles que l'annoncent les Français, les Allemands ou les Suisses. 22 000 de consommation, 4 000 de production. Voilà le problème en résumé en 2 chiffres. Et c'est d'autant plus inquiétant que le rapport correctif sur l'état du réseau que RTE a publié en avril dernier, il me semble, commence à faire souligner un certain nombre de doutes. Si toutes les hypothèses de production d'ici 2022-2023 ne sont pas réalisées sur notre capacité à tenir le réseau national. Eh bien, pour moi, dans la plaine du Rhin, c'est d'autant plus grave que toutes ces études se focalisent sur le seul échelon national et qu'ils oublient complètement l'échelon européen, qui permettrait pourtant d'avoir une lecture beaucoup plus clairvoyante, parce que quand on considère que les interconnexions sont des moyens de production, alors même qu'on n'est pas sûr de s'assurer que le voisin il est en capacité d'envoyer de l'électricité quand on en a besoin, c'est juste de la fumée. Troisième élément, la mise en place d'une zone économique aux abords de Fessenheim pour la reconversion, qui s'appelle Ecorena. C'est un projet qui est porté de longue date par les collectivités territoriales. Et là, je tiens à déconstruire un mensonge qui a été construit progressivement par la parole gouvernementale, qui avait tendance à dire « heureusement qu'on vient » parce que jusque-là, les collectivités n'avaient rien fait. C'est faux, archi faux. La démonstration, c'est que sur cette zone Ecorena, la maîtrise foncière est aujourd'hui acquise par les collectivités territoriales. Et si ça ne faisait pas des dizaines et des dizaines d'années que les collectivités territoriales travaillaient à ce sujet-là, on ne serait pas aujourd'hui en mesure d'avancer sur ce sujet. Mais aujourd'hui, pour avancer, on a besoin du gouvernement. Parce que le projet initial de cette zone Ecorena, qui est en quelque sorte fléché, ciblé par certaines conventions internationales, je pense notamment au traité d'Aix-la-Chapelle, qui dit à quel point le gouvernement français partage avec le gouvernement allemand des ambitions de construire sur les frontières des zones économiques et sociales d'intégration. Eh bien, pour l'évolution du statut économique et social de cette zone, les collectivités territoriales ne peuvent pas faire ça. On ne peut pas, seule collectivité territoriale, décider de savoir si on allait tantôt opter pour le droit français, tantôt opter pour le droit allemand dans une zone d'envergure nationale qu'on voudrait construire ensemble.
Eh bien, cette volonté de faire des Corénas une zone à statut social et fiscal particulière, elle a complètement disparu des écrans radars. Et pourtant, c'était la pierre angulaire de la construction d'un projet partagé entre la France et l'Allemagne pour la reconversion de Fessenheim. Pourquoi partager un projet avec l'Allemagne? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même la politique énergétique allemande qui a conduit à l'arrêt des 2 réacteurs de Fessenheim en France. Alors qu'est-ce qu'il reste de cette volonté de construction transfrontalière? Il reste la volonté d'aménager un territoire de façon transfrontalière. Est-ce que c'est pertinent? C'est pertinent de travailler ensemble sur la gouvernance, si on veut appliquer de nouvelles règles fiscales, de nouvelles règles sociales. Mais c'est complètement impertinent pour ce qu'il s'agit de l'aménagement. Et l'aménagement, c'est quoi? C'est le défrichement, c'est la construction de voies d'accès, c'est la desserte. Bon, pour faire des routes, on n'a pas besoin, à ce que je sache, d'expertise allemande. On sait très bien faire en France, surtout que dans ce cadre-là, il est vraisemblablement peu évident que les Allemands aient eux aussi envie de mettre la main à la poche. Donc on s'est dit, on va faire une SEM transfrontalière avec les Français, les Allemands, les investisseurs privés, qui sera chargé non seulement d'aménager la zone, mais en plus d'investir dans les entreprises qui s'installeraient. Alors, je me demande quand même quel est le type d'investissement dans lequel cette SEM pourrait se porter volontaire, parce que quand on connaît le montant des investissements nécessaires pour l'industrie, les collectivités territoriales, elles font quand même petits joueurs à côté. Enfin bon, passons. De toute façon, cette ambition aujourd'hui, elle est contrainte par l'incapacité à développer cette zone. Il y a une étude Funflor qui a été lancée, et malgré le volontarisme du gouvernement affiché qui dit octobre 2020, cette zone est disponible, aujourd'hui les premiers éléments de retour de cette étude Funflor font glisser tout ça tranquillement vers 2021, 2022, peut-être même 2023. Autant dire qu'alors même que le premier réacteur de Fessenheim fermera ou s'arrêtera de produire en février prochain. Le premier réacteur s'arrête de produire en février prochain, le second printemps-été 2020. Mais la disponibilité en matière d'aménagement de la zone Ecorena, elle est progressivement reportée à 2022-2023 parce que le cahier des charges de l'étude Funflor portée par le gouvernement a omis beaucoup de contraintes qu'il fallait poser, parce que le gouvernement ne s'engage pas suffisamment directement sur la compensation, et puis qu'à la fin, cette zone d'environ 300 hectares, dont 200 hectares pourraient être industrialisés, que les collectivités entendaient industrialiser à hauteur de 100 hectares, c'est-à-dire un tiers de la zone. Aujourd'hui, le gouvernement dit commencer par faire 20 ou 30, ça suffira. 20 ou 30 hectares pour un projet de réindustrialisation, c'est évidemment particulièrement ridicule eu égard à l'importance que représentait la centrale nucléaire de Fessenheim. On sait que les métaux sont aujourd'hui des matières de plus en plus rares et qu'il faut les réutiliser. Et donc on pourrait imaginer construire à Fessenheim une telle usine. Dans le projet de territoire, qui a été signé printemps dernier, à l'occasion duquel seul le maire de Fessenheim s'était opposé, le gouvernement a bien pris attention de sortir le technocentre du projet de territoire, alors même que dans les premières versions, il y était. Et bien aujourd'hui, ce projet il a du plomb dans l'aile, parce que le gouvernement est incapable de structurer une filière de retraitement nucléaire avec l'Allemagne, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la réglementation en matière de seuil de libération sur les déchets nucléaires. En gros, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir en Allemagne des centrales nucléaires qui sont démantelées. La ferraille, parce que la réglementation allemande le permettra, sera directement réinjectée dans un circuit économique de recyclage, alors qu'en France, on va dire qu'il faut d'abord passer par un retraitement. Le marché des matières premières étant européen, ça veut dire qu'on va emporter en France des matières issues du démantèlement des centrales nucléaires allemandes, sans y appliquer le retraitement qu'on s'obligera pour nos centrales nucléaires. On est, encore une fois, comme souvent, les propres victimes de nos incohérences. Donc là, moi j'attends du gouvernement français qu'il ait une position ferme vis-à-vis de l'Allemagne, en disant les mêmes exigences en matière de respect des retraitements des déchets issus du démantèlement des centrales nucléaires,
Et à partir de là, on pourra dire une filière européenne de recyclage des déchets nucléaires qu'on installera à Fessenheim. Problème, là encore une fois, c'est que le site de Fessenheim pour ce technocentre est en concurrence avec le site de Tricastin et que là aussi le gouvernement est incapable de trancher. C'est-à-dire qu'on a un affichage volontariste tendant à dire on va reclasser Fessenheim, on va redynamiser Fessenheim, et puis dès qu'on creuse, on a finalement des concurrences territoriales dans lesquelles le gouvernement est incapable de trancher. Idem pour les implantations industrielles. On a eu écho, Ségolène Royal en parlait déjà, d'une volonté d'une grande entreprise industrielle automobile mondiale de s'installer en Europe. On s'est dit pourquoi pas Fessenheim. Aujourd'hui, cette entreprise cherche toujours encore à implanter un site en Europe. On se dit pourquoi pas Fessenheim. Et c'est là qu'on découvre que le gouvernement français soutient au moins 3 hypothèses différentes de sites français sur lesquels cette usine pourrait être implantée. Ça n'est pas à la hauteur de son engagement nécessaire pour la reconversion de Fessenheim. Et tout ça se résume en un chiffre qu'aime à rappeler mon collègue Eric Stroman. La compensation de la non-construction de Notre-Dame-des-Landes, 200 millions d'euros dans le projet de territoire. Pour une infrastructure qui n'a jamais existé. La suppression d'une infrastructure industrielle de plusieurs milliards d'euros de valeur, 10 millions d'euros pour le territoire. C'est risible, ça n'est pas suffisant, et ça n'est pas ça qui permettra au territoire de rebondir. Voilà pour le propos essentiel que je voulais tenir. C'est pour cette raison que je demande à ce que cette chose trop sérieuse pour laisser le gouvernement s'en occuper seul fasse l'objet de la création d'une commission de suivi parlementaire pour que nous puissions éclairer la représentation nationale sur à la fois le processus de démantèlement d'une centrale nucléaire et la réalité de la volonté du gouvernement de redynamiser cette zone économique. Je laisse la parole à Eric Stroman pour compléter. Oui, bonjour à toutes et à tous, Eric Stroman, je suis le voisin de Raphaël. Je suis député de Colmar, si vous voulez, qui est la grande ville à côté de Fessenheim. On suit ce dossier depuis quelques années parce que François Hollande avait annoncé la fermeture sans réellement la réaliser, cette fermeture. Et donc c'est Emmanuel Macron qui a pris la décision politique de la fermer. Je rappelle que c'est une décision entre guillemets purement politique, pas technique, puisque les autorités de sûreté considéraient que c'était une centrale fiable. Et donc on a décidé de la fermer de manière anticipée pour différentes raisons, pour donner un gage aux écolos, mais aussi sous la pression, il faut bien le dire, des autorités allemandes qui demandent depuis de nombreuses années la fermeture de la centrale de Fessenheim. La centrale de Fessenheim, c'est un chiffre d'affaires aux alentours de 450 millions d'euros chaque année, avec probablement un résultat pour EDF de 200 millions d'euros, puisqu'elle est complètement amortie. C'est un élément essentiel aussi de l'économie locale, ça a été rappelé. Alors, nous avons aujourd'hui une grande priorité, je crois que c'est pour ça qu'on est là pour faire cette conférence de presse. Évidemment, il y aura des pertes de recettes fiscales, on le savait. Par contre, ce qui est totalement inacceptable, c'est que les collectivités doivent continuer à payer dans un pot commun de solidarité entre riches et pauvres. C'est comme si vous avez un certain niveau de revenu à un moment donné, et vous tombez au chômage, et vous êtes obligé de continuer à payer ad vitam aeternam un impôt sur le revenu qui correspond à vos revenus antérieurs. Et ça, c'est complètement inacceptable, et le gouvernement est à côté de la plaque sur le sujet et se cache derrière sur des raisons techniques. 3 millions d'euros, on en parlait un petit longtemps, lorsqu'on regarde ce qui est notamment apporté en compensation en Bretagne, à Nantes. 10 millions d'euros, c'est un chiffre que je rapproche régulièrement, 10 millions d'euros pour le territoire, alors que Notre-Dame-des-Landes, ce sont 200 millions qui ont été promis au territoire, alors qu'il n'y a aucun préjudice économique, puisque c'est la perte d'une chance qui est en quelque sorte rémunérée, alors que là, il faut effectivement compenser une perte économique certaine pour le territoire. Et je sais que les Alsaciens ont tendance à être plus républicains qu'ailleurs, à ne pas trop se manifester, mais on veut quand même montrer au gouvernement aujourd'hui qu'il est en train de franchir une ligne qui nous paraît inacceptable et qu'il faut rapidement régler cette question de la fiscalité. Et je partage aussi l'analyse de mon collègue. Alors Fessenheim a été stigmatisé au point où tous les industriels dans le monde ont l'impression que c'est à côté de Tchernobyl. Malheureusement, c'est très compliqué à gérer en termes d'image, mais je vois le gouvernement avec un grand projet avec les Allemands
batteries, des batteries du futur. Et ça aurait été un endroit tout à fait pertinent, en plus sur la frontière franco-allemande, pour installer cette infrastructure. On décide de l'installer dans le sud-ouest. C'est encore une décision complètement incompréhensible, d'autant plus qu'il y a des terrains disponibles chez nous. Je ne sais pas s'il faut qu'on fasse les gilets jaunes, qu'on bloque la circulation, mais ce dossier est très très mal géré, à la fois financièrement, mais aussi politiquement. On laisse à l'abandon une région, alors que s'il s'agissait d'une entreprise privée, je crois que les autorités publiques réagiraient bien différemment. Et donc, on sonne l'alerte aujourd'hui pour dire au gouvernement, attention, vous êtes en train d'abandonner un territoire, vous êtes en train de créer des problèmes supplémentaires, alors que la fermeture, évidemment, en soi, ouvre un questionnement important sur l'avenir économique du site, et qu'il faut impérativement réagir, et que cette réaction soit à la hauteur de ce qui a été promis, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes. En tout cas, Raphaël, je te remercie pour ton engagement sur ce territoire. La centrale se trouve sur ton territoire, et rappelez aussi qu'EDF fait beaucoup de bénéfices en Alsace à cause des centrales hydroélectriques qui sont sur le Rhin et qui sont, contrairement au reste de la France, pas soumis à une contribution aux collectivités. Il faut le savoir, c'est l'histoire qui veut ça, et peut-être le manque de réaction des Alsaciens encore, c'est que sur le Rhône et ailleurs, 25% du chiffre d'affaires des centrales hydroélectriques revient aux collectivités locales, départements et communes, et intercommunalités, et en Alsace c'est zéro. C'est encore une anomalie qu'il conviendrait de corriger. En tout cas, merci de votre présence, de votre écoute, et on est prêt évidemment à répondre à vos questions. Oui, juste une question sur. Vous avez évoqué si on prit le genre de contexte, vous avez évoqué la réunion de jeudi, c'est à Colmar, c'est ça? C'est ça. Et vous avez parlé d'annonces potentielles de Noël Bargon que vous avez qualifié d'esbrouf. Vous savez ce qu'elle va annoncer En gros, il y a deux sujets sur lesquels elle va faire une annonce. Le premier, c'est celui de la fiscalité locale, parce que on l'a fait un peu monter en épingle ces derniers temps avec le maire de Fessenheim, Claude Brender, avec le président de la communauté de communes, Gérard Hugues. C'est cette question du FPIC. Sauf que, qu'est-ce qu'elle va annoncer? Elle va annoncer saisir le ministère des collectivités territoriales, s'agissant de fiscalité locale, pour demander au ministère des collectivités territoriales d'y réfléchir. Mais comment ça fonctionne? L'an dernier, j'avais déposé un amendement sur ce sujet-là. D'ailleurs, c'est assez amusant que le mécanisme que soutiendrait la ministre sera très proche de l'amendement que j'avais déposé l'an dernier. Elle avait même trouvé l'idée plutôt bonne déjà l'an dernier, mais n'avait pas réussi à avoir un arbitrage favorable auprès de Bercy. C'est marrant, arbitrage auprès de Bercy, le projet de loi de finances c'est quand même Bercy, et elle va aller demander un arbitrage auprès du ministère des collectivités territoriales. Alors que le projet de loi de finances c'est Bercy. Donc ça peut peut-être satisfaire des néophytes, mais la réalité c'est que c'est une annonce qui n'en est pas une. Deuxième annonce sur laquelle il travaille fortement, c'est la constitution d'une société d'économie mixte pour l'aménagement de la zone. Bon, sauf que tout ça, ça cache tout ce que j'ai décrit, à savoir un calendrier qui a glissé parce que on est incapable de mettre sur la table les vrais éléments de compensation, on est incapable d'avoir un vrai volontarisme à mettre sur la table, et que toutes les 3 semaines, on change d'avis. On se dit, ah mais tiens, là les collectivités territoriales, vous êtes propriétaires des terrains à droite de la route, il semblerait que, grosso modo, les terrains à gauche de la route soient plus propices à la construction. Seulement, ils appartiennent à une entreprise industrielle privée qui les utilise comme champ d'essai pour le développement de leurs produits. Est-ce que vous ne pourriez pas voir à faire des échanges de terrain? 2 ans, 3 ans de retard. Et toutes les 3 semaines, il y a une idée comme ça qui vient sur la table. Sur le pilotage, on parlait d'une CEMOP, maintenant on parle d'une SEM. On a tout le mal du monde à se mettre d'accord sur les statuts parce qu'on veut qu'il y ait un maximum de monde autour de la table, des Français, des Allemands, des investisseurs privés, des capitaux publics. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Rien n'avance. Alors, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre tout le monde autour de la table, mais je dis que la priorité des priorités, c'est la disponibilité foncière. Rendons le foncier disponible, et une fois que le foncier sera disponible, réellement disponible, alors on pourra commencer, ou en temps masqué, en parallèle, travailler sur la gouvernance, travailler sur
l'investissement industriel. Mais la priorité des priorités, c'est la disponibilité foncière. Et on est en train de voir des opportunités industrielles échapper au territoire parce qu'il n'y a pas de disponibilité foncière aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas prêt à s'engager sur un texte de loi qui concerne l'aménagement de cette zone, parce qu'on n'est pas prêt à s'engager au niveau de l'État sur la mise à disposition de foncier à l'échelle nationale pour des compensations environnementales, par exemple. Voilà autant de sujets qui ne sont pas abordés. Et puis, dernier élément, et qui est complètement mis sous le tapis, c'est la vocation transfrontalière de cette zone. C'est bien beau de dire que c'est une zone franco-allemande. Qu'est-ce qu'elle aura de franco-allemand? Le fait qu'il y ait des Allemands dans le conseil d'administration de la société d'économie mixte, le fait qu'éventuellement il y ait des Allemands qui aient mis un peu de capital dans des entreprises privées qui vont s'y installer, ils retrouveront leur bille. Une vraie zone franco-allemande, c'est ce qu'on connaît comme zone franco-suisse par exemple à l'Euro-Airport de Bâle-Mulhouse. C'est une zone dans laquelle on crée une compétitivité particulière liée à la conjugaison du droit fiscal et du droit social français avec le droit fiscal et le droit social allemand. Tout ça, ça a été balayé d'un revers de la main dès le début du processus par Sébastien Lecornu. C'est ces sujets-là qu'aujourd'hui je souhaite qu'on remette sur la table, en parallèle de la question de l'aménagement et de la disponibilité foncière qui, elle, doit aller vite. Voilà pour moi les deux annonces qui vont être faites par Emmanuel Vargon jeudi, la sollicitation d'un ministère incompétent sur l'évolution de la fiscalité locale et puis la création d'un outil juridique sans capacité opérationnelle. Vous avez vu Est-ce qu'on peut se passer du nucléaire en France en fait? Moi, ce que je vois, c'est qu'actuellement, on a plusieurs centrales à l'arrêt et que, grosso modo, le taux de production de CO2 de notre système électrique est passé de 35 grammes par kilowattheure de CO2 en moyenne à 70 parce qu'on a dû allumer les centrales à charbon et les centrales au fioul, les centrales au gaz. Que quand en France on doit importer de l'énergie d'Allemagne, on importe de l'énergie d'Allemagne qui est produite avec des centrales à charbon et qui représente 350 grammes de CO2 par kilowattheure d'électricité. Donc est-ce qu'on peut se passer du nucléaire? S'il y a une vraie volonté politique, on y arrive, mais à quel prix? Le prix, c'est l'explosion de la production de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, on n'est pas en France en mesure de se passer du nucléaire de façon, tout en conservant un système électrique vertueux, propre, un des plus vertueux d'Europe avec les pays du Nord. Et il faut au contraire, je pense, miser sur plus d'innovation, plus de recherche dans ce domaine-là. Et je regrette, j'en profite pour regretter le fait que le gouvernement ait acté l'abandon du programme de recherche Astrid, qui était la perspective de voir d'ici 30 ou 40 ans des centrales de production d'électricité sur la base d'un processus nucléaire qui ne produisait plus de déchets nucléaires. On avait là la perspective d'un nucléaire complètement renouvelable, complètement propre, sans production de déchets nucléaires, sans production de gaz à effet de serre. Et ben on abandonne la recherche parce que, pour des raisons économiques, parce qu'aujourd'hui l'uranium ne coûte pas cher, que ça coûte moins cher d'importer de l'uranium que de faire de la recherche, pour des raisons complètement mercantiles, on abandonne une ambition industrielle de la France. Il y avait encore une question contexte? C'est juste sur la demande de la création de mission. Elle date d'aujourd'hui, mais c'est un truc dont vous avez déjà parlé avec un partenaire différent? Non, je l'ai saisi aujourd'hui. Et je l'ai saisi avec conviction parce qu'on ne peut pas avoir tout au long de l'année le discours sur le contrôle, sur le suivi, et quand il s'agit de les mettre en œuvre, ne rien faire. Quelle forme ça prendra? Moi je suis ouvert. Moi je pense que ça doit être quelque chose qui se rapproche d'une mission d'information et d'évaluation. Ça doit dire une quinzaine, une vingtaine de parlementaires qui travaillent avec un président, un rapporteur. Et puis, ce qui me semble évident également, c'est la mise à disposition de moyens de l'Assemblée, c'est-à-dire des administrateurs pour pouvoir aller au fond des choses, interroger les administrations centrales, challenger les administrations centrales pour qu'elles avancent sur ce sujet-là. L'énergie. C'est un peu la même. Dans quel sens, dans combien de temps il y aurait un retour éventuellement sur cette demande de création de commission? Et la composition, vous avez déjà précisé tout à l'heure.
suis je saisis aujourd'hui les personnes compétentes à l'Assemblée, la présidente de la Commission du développement durable, le président de l'Assemblée nationale. La session ordinaire va commencer dans quelques jours. Je considère que quelques semaines peut être un délai raisonnable de réponse. Et ça doit aussi être une façon pour le Parlement de se ressaisir de ce dossier dont tous les parlementaires sont systématiquement écartés par le gouvernement. Et pourtant, c'est une chose sérieuse, importante. Et on ne peut pas laisser le Parlement à l'écart de ça parce que ça va produire des effets qui auront aussi un impact sur la construction de la législation future. Par rapport au technocentre, demain il y a les conclusions du PNGMDR. Est-ce que vous avez des éléments par rapport aux résultats des évaluations? Alors, je n'ai pas d'éléments là-dessus. On verra demain. Moi, je crains qu'on n'ose pas aller à la création d'un seuil de libération des déchets. J'espère que la conclusion des débats me donnera tort. Et je sens le gouvernement un peu frileux sur ce dossier-là. Et pourtant, aujourd'hui, alors qu'on attaque la question du démantèlement des centrales nucléaires, on ne peut pas ne pas créer un seuil libératoire des déchets nucléaires. De toute façon, si on ne le fait pas ce coup-ci, c'est reculer pour mieux sauter. Ça veut juste dire qu'on aura perdu 5 ans et qu'à la place d'avoir une technologie française qui s'occupe à l'échelle européenne, peut-être mondiale, du démantèlement des centrales nucléaires, du parc nucléaire mondial, on va avoir une technologie allemande, une technologie américaine, peut-être même une technologie chinoise, parce qu'on aura été incapable en France de se doter de la réglementation qui permettrait d'irriguer le monde de l'exemplarité de notre politique en matière de gestion des déchets nucléaires. Hier, vous avez relayé sur votre compte Twitter l'Assemblée franco-allemande. Ouais. Est-ce que vous pouvez, j'ai vu qu'il y avait eu des divergences d'approche sur la question nucléaire. Est-ce que vous avez un mot à rajouter? Vous y étiez ou non? Mais moi j'y étais, avec mon collègue Eric Stroman d'ailleurs, et c'est vrai que le dialogue est invraisemblable. On se prend des leçons d'écologie sur notre système énergétique de la part des représentants politiques d'un pays qui ont un système électrique 5 à 10 fois plus polluant que le nôtre. Les Allemands, leur système électrique est 5 à 10 fois plus polluant que le système français. Et ils se permettent de nous donner des leçons d'écologie. Ils vont, pour le démantèlement de leurs centrales nucléaires, appliquer un seuil libératoire des déchets qui sera beaucoup plus souple que la stratégie française, même si demain le débat national conclut à la création d'un seuil libératoire des déchets. Le système allemand sera forcément plus lâche, forcément plus souple. Et c'est eux qui nous donnent des leçons d'écologie. Là, à un moment donné, il faudra aussi que le gouvernement français soit capable de rétablir la réalité de la différence de nos systèmes et qu'on arrête de se faire stigmatiser par une politique énergétique allemande qui est avant tout politicienne, et beaucoup plus politicienne et moins productive d'un point de vue du respect de l'environnement que n'est le système français. Et cette réflexion, il venait de quel bord Alors, elle venait de parlementaires SPD allemands. Mais pourquoi est-ce que les Allemands ont tellement insisté sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim? C'est par le poids, notamment, et la montée dans les territoires directement limitrophes, et le poids au niveau national du parti Die Grünen, des Verts allemands. Et par leur montée, il y a eu ce deal politique allemand qui tend à dire plus de nucléaire, en oubliant de préciser qu'actuellement il y a encore des centrales nucléaires qui tournent en Allemagne. Et puis en disant mais fermez tout de suite la centrale de Fessenheim qui est directement sur notre frontière. Donc on aura fermé Fessenheim, on aura arrêté de produire de l'électricité à Fessenheim avant que les Allemands n'aient complètement fermé l'ensemble de leurs centrales nucléaires. Enfin, je veux dire là on est au comble du comble. Hein. Voilà. Encore une question? C'est pas le cas. Je vous remercie. Merci de votre présence et puis je vous souhaite une belle journée à tous.